d'abord de repartir peut-être de définition de la solidarité. Et j'ai un petit peu cherché au niveau de ce que j'avais entendu chez des enfants de 8-10 ans, en leur demandant c'est quoi la solidarité. Et leur réponse c'est ce qui fait qu'on est solide, on est coude à coude. Et donc, on forme un corps solide. Si on va voir du côté des sociologues, pour eux, c'est le roc de la vie sociale, c'est-à-dire des liens qui sont nécessaires entre les individus d'une société, puisque ceux-ci sont interdépendants, que ce soit dans leur quartier, leur village, leur ville ou leur pays. On pourrait ajouter dans le monde, quand on voit aujourd'hui le contexte de pandémie ou encore tout ce qui concerne effectivement les problématiques de réchauffement climatique, et l'interdépendance, elle est bien affichée. Lorsqu'on a demandé, donc c'est un petit peu cette solidarité, c'est ce qui permet d'éviter que la société ne se fracture en de multiples groupes qui ne se reconnaissent plus membres de cette société. Et les sociologues disent souvent, eh bien, en fait, on ne choisit pas d'être solidaire, on l'est de fait. Ça pose quand même une question. Et pourtant, cette notion d'obligation, on la retrouve, il me semble, chez Damien Carême, puisque quand on lui a posé la question, il a répondu, c'est mettre en œuvre des actions pour venir en aide aux plus précaires afin d'éviter la fracture sociale. Et il la distingue de ce qu'il appelle la fraternité, qu'il définit lui comme se reconnaître chacun comme frère. Lorsqu'on a essayé de voir un petit peu avec lui quels sont les objets de la solidarité, c'est un large éventail. On a entendu le domaine financier, la mobilité, la culture, l'éducation et la santé. J'essaie de faire un petit rappel de ce qu'il nous a dit pour que ça puisse nous permettre ensuite de nous interroger et si vous voulez fonctionner autrement, on fonctionne autrement. Alors, lorsqu'on a aussi abordé la question de la solidarité, comment on la met en œuvre, parce que lui, on avait posé la question à l'élu, mais il nous a bien expliqué que pour que la solidarité soit mise en œuvre, en fait, il faut tout un maillage sur un réseau, sur un territoire. Et donc, c'est aussi bien les citoyens, les associations, les élus au plan local, au plan départemental, régional, national, voire plus largement, puisqu'on a même abordé avec lui des décisions qui sont en train d'être prises au niveau de l'Union européenne. Mais c'est pas aborder la solidarité, la mettre en œuvre sur un territoire, c'est pas quelque chose qui est forcément accepté d'emblée par les habitants du territoire. Il semblerait qu'il y ait un certain nombre d'obstacles à surmonter, qui seraient les préjugés, l'intérêt individuel immédiat, la peur de l'inconnu, de l'innovation. Et quand on lui a demandé quelle stratégie on peut mettre en œuvre pour favoriser l'adhésion des citoyens aux projets et aux réalisations de solidarité qui sont projetés sur un territoire, alors il nous a énuméré la concertation, le dialogue, en nous donnant des exemples de situations qui ont été vécues par des maires qui font partie de l'Association nationale des villes et territoires accueillants, l'établissement d'une relation de confiance, nous citant Gandhi, montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, mais c'est le seul. Le fait de donner sa place à chacun, de s'appuyer sur les compétences de chacun, de commencer par des actions modestes que les gens viennent voir, constatent que ça fonctionne et ensuite adhèrent. Il nous a présenté 3 réalisations concrètes sur son territoire. Le minimum social garanti, la gratuité des transports pour développer la mobilité de tous et le pass culture qui, sur son territoire, concernait 500 foyers. La façon dont il a présenté les choses
que j'ai trouvée moi particulièrement intéressante, c'est la cohérence de ses choix politiques où il fait le lien étroit entre écologie et social. D'ailleurs, il dit que son action, c'est au nom de l'écologie sociale. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là pour la présentation très synthétique de ce que Damien Carême nous a présenté. Simplement, on pourrait, si vous le souhaitez, développer les réalisations concrètes qu'il a citées, voir quel choix il a été amené à faire au niveau du budget de sa commune et comment cette écologie a bien permis de lier l'intérêt des plus précaires et aussi le développement d'un environnement plus sain pour tous les habitants. Voilà, Eric, je te repasse la parole. Merci à toi, Claire, pour cet excellent résumé à la fois du propos, mais aussi de nos impressions. On a été impressionné par, je dirais, le vif engagement de la personne qui, d'une part, explore tous les possibles dans le cadre de l'existant, mais qui n'en a pas moins continué à rêver d'améliorer ces possibles pour l'avenir. Donc, tout à fait intéressant. On y reviendra, comme tu le disais tout à l'heure. Philippe, tu peux te préparer à prendre la parole. Je te propose de mettre ta vidéo et moi, je vais couper la mienne, enfin couper l'audio. Est-ce que nous voyons Philippe? La réponse est oui. Est-ce qu'on l'entend? Nous allons voir. Vous m'entendez ou non? Oui, mais comme tout le monde avait coupé son micro. Oui. Moi, je t'entends. On t'entend. Vous m'entendez ou non? Oui, on t'entend. Oui. OK. Oui. Bon. Alors, je vais poursuivre un petit peu dans la lignée de ce que vient de dire Claire, bien entendu. Avant, on a convenu avec Eric que je rappellerai que les associations organisatrices de la fête de la solidarité ont tout loisir d'intervenir, bien entendu, et les autres aussi, hein, puisque nous ne sommes pas très, très nombreux. Mais je rappelle donc les associations qui organisent traditionnellement la fête de la solidarité. Donc, nous avons vu Éric Rousseau, bien sûr, pour l'Unifpop Albertville, Claire pour ASTA et pour la pastorale des migrants. De mon côté, je représente le collectif républicain d'Albertville. Mais il faut aussi ajouter les amis du cinéma. Alors, je crois qu'ils ne sont pas représentés. Hein. Alors, les amis du cinéma sont très, très, très occupés à l'heure actuelle pour, vous le savez, essayer de reprendre dans de bonnes conditions. Donc, je pense qu'on va gentiment les excuser pour ce soir parce qu'ils ont vraiment beaucoup à faire. Et évidemment, on invite tout le monde à visiter leur cinéma dès que possible. D'accord. Alors, il y a aussi l'association France-Palestine Solidarité. Je ne crois pas non plus qu'il soit représenté ce soir. Il y a CCFD Terre Solidaire. J'ai vu Bruno Dutel. Bruno est là. Il y a le foyer d'animation pour tous. Je ne sais pas s'il est là, non, je ne crois pas non plus. La Ligue des droits de l'homme, donc on a vu Dominique, on le voit toujours d'ailleurs à l'écran, Dominique Lang. Le mouvement de la paix, Françoise est là aussi. Et la médiathèque Arlisère. Non, la médiathèque n'est pas présente ce soir. Elle n'est pas présente. De toute façon, on fera autre chose avec eux bientôt, je vous raconte. Et il a été convenu que je rappelle les principales associations organisatrices. Claire, tu vérifies que j'ai oublié personne? Tu as nommé tout le monde. Parfait. Bon, voilà. Alors, je fais mon intervention aussi, qui va soulever une question plus qu'apporter du contenu, mais je pense que ça vaudra la peine qu'on discute tous ensemble
comme déjà Claire a soulevé un certain nombre de points qui paraissent tout à fait importants. Alors, effectivement, Damien Carême a défini la solidarité à la demande, enfin dans la conversation du 24 novembre. Il disait donc, il retenait surtout l'aide aux plus démunis, la lutte contre la pauvreté et la grande précarité, pour éviter la fracture sociale, comme l'a rappelé Claire. Alors, on pense à assistance sociale, aide médicale, éducation obligatoire, etc. Mais pour moi, ça n'est pas suffisant. Et même avec les actions particulières qu'a évoquées Damien Carême sur place à Grande-Synthe, qui sont tout à fait intéressantes, toutes ces actions visent la fracture socio-économique, le risque de fracture socio-économique. Et pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas suffisant? C'est que quand on est, comme à Albertville, dans une société multiculturelle, il y a 15% des habitants sont d'origine étrangère quand même sur Albertville, eh bien la fracture est aussi culturelle. Cette fracture socio-culturelle, on la trouve dans l'opposition aussi actuellement entre le peuple et les élites, dans le fossé entre les certitudes des complotistes et les doutes des citoyens engagés que nous sommes, dans la montée des peurs et des haines de toutes sortes. Face à ces processus de fragmentation sociale, de mon point de vue, la solidarité n'est pas suffisante. Claire a évoqué aussi la fraternité, et je pense que la fraternité est un complément à la solidarité. La solidarité en France en particulier, elle est plutôt collective et institutionnelle. La fraternité, c'est quelque chose qui est plus individuel, de mon point de vue. Donc, c'est cette voie que j'avais explorée quand j'étais maire d'Albertville, entre 2008 et 2014. Et ça m'avait fait toucher du doigt quand même combien la France est peu armée pour assurer l'intégration citoyenne de personnes de culture, de modes de vie ou d'opinions différentes. Parfois, en plus, manipulées par des forces centrifuges. L'école ne suffit pas, et en a-t-elle les moyens? Comment introduire de l'humanité dans l'espace local, cultiver la richesse de la diversité, faire vie ensemble? Comment assurer la nécessaire cohésion sociale? Rien de facile. C'est ce que le collectif républicain, vous le savez, essaie de poursuivre depuis 2015, après les attentats de Charlie Hebdo. Voilà, j'aimerais qu'on puisse ce soir discuter aussi de cet aspect. On a à faire face à une fragmentation sociale d'ordre socio-économique, mais également d'ordre culturel. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Philippe. Je reprends brièvement la parole pour donc vous inviter, quand vous le souhaitez, à la prendre. Je reprécise juste à toute fin utile pour tout le monde les questions que nous avions posées à Damien Carême. Donc, la solidarité, finalement, est-ce que c'est un autre mot pour la fraternité ou est-ce que c'est une méthode pour l'appliquer ou est-ce que c'est tout à fait autre chose? Quels sont les domaines, les publics qu'elle recouvre et quels moyens avons-nous pour les toucher? Que peut un élu à sa place pour faire les choses, mais également que peut-il pour se mailler? J'en profite pour saluer Stéphane Vercruys qui nous rejoint, délégué territorial, donc chargé des services sociaux sur le territoire et sur la Tarentaise. Et puis, nous lui avions posé également, justement, les réflexions sur la société actuelle et la société souhaitable. Donc, en gros, qu'est-ce qui peut se faire dans le cadre de l'existant et qu'est-ce qui doit se faire seulement s'il y a une transformation de la société. La parole, chers amis, est donc à vous et vous la prenez quand vous voulez. Et si vous ne la prenez pas, je vous pose des questions comme à l'école. Voilà.
Qui se lance? Bon, s'il faut que Allez, à quelqu'un toi, Dominique, tu prends la parole. Donc, Dominique Lang, qui anime ici l'association Ligue des. de droit. Voilà, la Ligue des droits Voilà. de l'homme. À toi, Dominique. Attends, j'essaie de remettre la caméra. Bon, ça ne marche pas. Bon, vous m'entendez? Voilà, et la prochaine, c'est Claire qui a levé la main. Donc, Dominique, puis Claire. Oui, on Ok. t'entend. On t'entend. Bon, vous m'entendez. Alors, Oui. bon, tout d'abord, un grand merci à Claire du résumé, du compte-rendu qu'elle nous a fait de la visioconférence avec Damien Carrel. C'est, comment dire, à la limite, on peut, ça permettait de se passer de ce visionnage-là parce que c'était vraiment très bien résumé. Deuxièmement, je suis bien d'accord avec Philippe Mazure. C'est par la solidarité et l'égalité qu'on peut espérer arriver à, en quelque sorte, une fraternité. Comment dire, qu'est-ce que peuvent faire les élus pour augmenter la solidarité sur les territoires? Alors, on peut voir ça à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de la commune, puis de la communauté, du département oui, du département. Bon, après ça, sans aborder le niveau national ou international, comme ça a été fait hier, et à notre échelle de simples citoyens, en dehors du vote lors des élections, au niveau comment dire, au niveau national et au niveau international, on a difficilement, on peut intervenir. D'autant plus que bon nombre de ces élus ne sont pas élus directement au suffrage direct. Hein, ils sont élus dans la porte de grandeur. Parle bien devant ton micro. Parle bien devant ton micro. Dominique? D'accord, excusez-moi, je suis un peu à la reprise, donc je laisse la tête moins face au micro. Donc, bon, j'essaye de, comment dire, de pas un niveau trop critique, dans la mesure où je ne suis pas du tout au courant de certaines choses qui, à mon avis, pourraient être éclaircies, voire développées. Par exemple, au niveau de la commune, par exemple, pour diminuer la fracture numérique. Est-ce qu'il existe un service, un bureau d'aide à l'usage Internet, accessible facilement aux simples citoyens? Au niveau de la communauté de communes, par exemple, il me semble qu'il reste toujours la difficulté de l'aire d'accueil de grand passage. Hein, on nous la promet, elle avance par petits bouts. Apparemment, c'est un peu la patate chaude que se sont repassées les différentes communes d'Arlisère. Bon, et les choses avancent pas très vite. De même que à une époque, on a eu des difficultés à trouver des terrains familiaux pour les gens du voyage qui étaient sédentarisés dans des conditions d'hébergement et d'hygiène insatisfaisantes. Au niveau du département, on pourrait se poser des questions sur quel équilibre existe-t-il entre, par exemple, les aménagements, les équipements qui sont offerts aux stations de ski et comparés à celles qui sont offertes aux villes anciennement industrielles, hein, dont
l'emploi disparaît, les usines ferment. Donc, quelles sont les options, hein? Comment s'exprime la fraternité, enfin, tout au moins la solidarité, au niveau du département? Et on pourrait aussi penser par exemple, à l'usage de l'eau pour l'enneigement, hein. Par exemple, j'ai du mal Alors, je te propose, Dominique, d'avoir une intervention qui n'est pas trop longue pour pouvoir reprendre éventuellement la parole pour laisser les gens rebondir sur ton propos, si tu veux. D'accord, Alors, ok. sauf erreur de ma part, Claire puis Ambroise a demandé la parole et Bruno est juste derrière, je crois. Claire, à toi. Oui, alors moi, c'était un petit peu en réponse à Philippe et puis en complément parce que je ne l'ai pas évoqué de façon précise, enfin détaillée tout à l'heure. J'avais trouvé une proposition de Damien Carême intéressante quand Philippe parle d'essayer de rompre la fracture entre des populations migrantes qui sont sur les territoires, hein. Et lorsqu'il avait évoqué cette grande exposition qu'ils avaient montée au niveau de la commune sur l'histoire du voile, à la fois l'histoire du voile dans l'époque et puis l'histoire du voile dans le monde. Et cette expo, elle avait fédéré euh, les différentes communautés présentes sur son territoire. Alors, il est vrai que ce ne sont pas forcément les mêmes communautés que celles qu'on peut trouver à Albertville. Il me semble qu'il a parlé de Polonais, d'Algériens, de Marocains, de Portugais. Il y en a certaines qu'on retrouve sur Albertville. Cette exposition, il est vrai aussi, n'a pas eu lieu dans le même contexte que celui que nous connaissons actuellement. Mais je pense que des initiatives comme celle-là qui permettent à chaque membre de la communauté ou chaque petite communauté de la grande communauté locale, en la faisant participer d'une part, reconnaître la valeur de sa culture et pouvoir montrer cette culture et qu'il y ait des échanges entre les différentes formes de culture et la diversité qui existe, c'est un moyen aussi d'enrichir cette solidarité. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que la solidarité, elle n'est pas seulement financière ou avec des aides, etc. D'ailleurs, lorsqu'on en a parlé, Damien nous a bien dit que les aides d'urgence, pour lui, ça n'était pas forcément la solution et c'est pour ça qu'il avait mis en place le minimum garanti. Merci Claire. Alors, je propose de donner la parole à Ambroise qui l'a demandé. Pour ceux qui ne connaissent pas Ambroise, je vous le présente. C'est la personne la plus importante à Unifpop puisque c'est le trésorier. Et que si vous avez par bonheur l'envie de lui envoyer de 1 euro à 15, vous pouvez le faire. Voilà, Ambroise, tu as la parole. Voilà, bonsoir à tous. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Philippe Mazur a dit. Bon, n'oublions pas hein, que la fraternité, elle fait partie de la devise française. Et donc, pour ma part, Philippe dit que le pays n'est pas outillé pour faire face à ça. Je suis tout à fait d'accord et je pense qu'il doit y avoir quand même quelque part une petite, comment dire ça, une non-envie peut-être d'aller vers cette fraternité parce que au niveau, moi je prends le problème à la base, au niveau des communautés qu'on retrouve sur le territoire albertvillois, bon, les gens du Maghreb, de l'Afrique noire, etc., etc., il y a quand même une petite part aussi de, comment on va dire ça, de l'idéologie coloniale aussi qui sous-tend cela, en ce sens que, puisque l'idéologie coloniale a classé les gens par catégorie, il y a les dominants et puis les faibles, donc pour moi, pour que la fraternité puisse vraiment agir et soutenir la solidarité, il faut que tous ensemble, citoyens que nous sommes, nous puissions dire que nous sommes tous des êtres humains. Donc, en tant qu'être humain, ben, si je trouve
mon autre frère, mon autre sœur dans la misère ou dans le malheur, je ne peux pas passer à côté. Je ne peux pas passer à côté, je peux lui tendre la main parce que je me dis, ben voilà, c'est mon frère humain, tout simplement, c'est mon frère humain. Et donc, en ce sens, voilà, la fraternité ne peut se mettre vraiment en œuvre que si nous reconnaissons dans les minorités invisibles ou visibles ben, la réalité que nous sommes tous des êtres humains. Alors, merci Ambroise pour cette fort belle parole. Et j'en profite, hein, l'Université populaire, c'est aussi un lieu de savoir, pour vous rappeler ce merveilleux poème du poète persan du XIIIe siècle, que sûrement tout le monde connaît, Saadi, si je me souviens bien, et qui compare l'humanité à un corps humain. Et il dit, c'est très simple, malheureusement je ne sais pas le poème par cœur, mais je vous le mettrai sur le réseau social. Le corps humain, c'est comme ça, si une main a mal, tout le reste du corps humain ne peut pas se sentir en repos. Et donc, il est impossible pour le corps humain d'avoir la paix si une partie est malheureuse ou souffre. Je crois que c'est Bruno qui avait demandé la parole. Donc, Bruno, si je ne me suis pas trompé, à toi. Bruno Dutel, qui donc, voilà, Oui. que nous voyons sur l'écran et qui… Non, je crois que c'est une erreur. Je n'avais pas demandé la parole particulièrement pour maintenant. Par contre, j'approuve complètement ce que vient de dire Ambroise. On est vraiment très, très en phase avec cet aspect humain de la fraternité. Je voulais intervenir, moi, plutôt sur la fraternité, sur la solidarité internationale. J'avais mal compris un petit peu ce qui se passait ce soir. Je pensais qu'on était encore en liaison avec Damien Carême et j'aurais voulu l'interviewer un petit peu sur les problèmes de solidarité internationale. Ben écoute, voilà. Nous pouvons tout à fait relayer ton message puisque Damien ne pouvait pas être présent parmi nous ce soir à cette heure-là, mais on est en mesure de lui transmettre les questions et d'obtenir des réponses après. Je crois que Laurent veut prendre la parole. Laurent, la parole est à toi. Oui, donc juste par rapport à ce qui a été dit, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend bien. Oui, donc c'est vrai que Dominique a apporté un terme qui était important, me semble-t-il, c'est l'égalité. Et quand on cherche le terme solidarité, par exemple, dans le dictionnaire historique de la langue française, on voit par exemple que le terme solidarité, parfois, devient un substitut, on va dire, c'est indiqué prudent au terme égalité. C'est-à-dire que faute d'employer le terme égalité, parfois, on va employer le terme solidarité. Donc, il faut aussi peut-être sans doute poser la question de l'égalité quand on pose la question de la solidarité. Et on a parlé aussi pas mal de fraternité. Alors, c'est vrai que comme les autres valeurs, quand même, la fraternité, enfin, c'est ce qu'on apprend notamment aux élèves dans les cours d'enseignement moral et civique, c'est que la fraternité, la liberté et l'égalité sont des idéaux. Il ne faut pas perdre de vue que c'est vrai que dans la République, sont les principes qui sont les chemins vers ces idéaux. Et quand on a parlé tout à l'heure de fraternité, c'est vrai que, par exemple, la laïcité est un principe. Le principe social, c'est aussi un moyen d'activer cette solidarité. Et ce qui était très intéressant, parce que l'échange vraiment que vous avez eu avec Damien Carême, moi j'ai trouvé ça excellent. Franchement, c'était vraiment, ça fait du bien de voir ça. Et il a beaucoup insisté sur le volontarisme de l'élu. Et que ce soit pour une collectivité ou pour un individu, ce qu'on peut retenir, c'est qu'être solidaire, en fait, c'est dépasser son horizon, c'est vrai, et puis son champ de compétences. Il a bien insisté qu'à son niveau, quand il était maire, il est allé au-delà des compétences qui étaient celles de sa commune, et ça vaut pour tous les échelons administratifs. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était assez intéressant. Et puis, juste pour terminer, par rapport à ce qu'a dit Philippe, c'est vrai qu'on a cette société qui est multiculturelle, mais on a quand même une combinaison quand même des facteurs, puisque quand on est dans des secteurs d'habitat social, on constate bien qu'il y a une forme d'homogénéité à la fois culturelle et sociale, et qu'à un moment donné, quand on dit qu'on ne voit pas la culture des personnes issues d'immigration, c'est aussi bien souvent parce qu'on ne vit pas avec, d'abord. Parce que quand vous avez des personnes issues de l'immigration qui socialement parviennent à s'élever,
elles vivent au milieu d'autres personnes d'horizons culturels différents, et cette mixité, elle ouvre sur ces autres cultures. On peut en faire l'expérience parfois dans notre entourage très proche au niveau de notre habitat. Voilà, c'est tout. Merci Laurent. Peut-être justement tu me permets une transition puisque toi comme d'autres d'ailleurs, soit il y en a qui ont été des élus, il y en a qui sont des élus, ou il y en a peut-être qui seront des élus plus tard. Notre pauvre David, d'ailleurs, est en train d'essayer de se connecter, je vois, et il a un certain mal à le faire. Mais David, quand tu es connecté, on t'attend. Moi, j'ai une petite réflexion, justement. Alors, vous le savez, une IFPOP n'a pas de message particulier à délivrer, sauf celui des valeurs de la République. Hein, c'est à peu près ça. Moi, je me disais qu'un élu, c'est quelqu'un qui est investi d'un pouvoir par ses concitoyens, et que avoir un pouvoir, c'est avant tout un devoir. Et ce devoir que la République demande, c'est d'une certaine façon justement d'animer ses valeurs. Alors ces valeurs, ce n'est pas très compliqué, hein, vous les connaissez. Liberté, égalité, fraternité. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour un élu que d'animer ses valeurs au plan de la solidarité? Je pense que c'est faciliter, c'est lier, c'est fédérer, c'est rassembler, c'est coordonner. Et puis avant tout, évidemment, c'est de ne pas nuire à la solidarité, ce qui peut se faire à certains moments. Alors, tout à l'heure, quand vous prendrez la parole, ce que je vous proposerai, c'est peut-être de se demander aussi collectivement comment, justement, à leur place, ils peuvent faciliter, lier, fédérer, rassembler, coordonner, ou à notre place, les uns et les autres, nous pouvons également les aider à le faire et parfois les y pousser s'ils l'oublient un peu. Qui souhaiterait prendre la parole ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision sur ce que peuvent les élus? Est-ce que vous voyez des points qui permettraient éventuellement justement de le faire de façon… Alors, qui a demandé la parole? Je regarde, j'ai deux personnes. Il y a David, je crois. Ah non, pardon, Laurent et Claudie. Alors, comme Claudie n'a pas encore pris la parole, je la donne à Claudie et Laurent se prépare. Claudie, la parole est à toi. Calendrier, c'est fait pour attendre Noël. Oui, bonsoir tout le monde. Je rebondis sur à la fois ce que tu viens de dire, Eric, sur la notion de facilitateur, de lien et de coordination, avec aussi les clés qu'a pu donner Damien Carême dans l'interview que vous avez réalisée, où il dit que pour tout ça, il faut s'appuyer sur les compétences, c'est ce qu'a rappelé Claire en intro, les compétences des uns, des autres, et puis les associations. Et il y a à la fois le côté volontariste de l'élu, et il y a à la fois le côté aussi créatif et innovant, parce qu'on doit bien faire avec les moyens du bord quand on est élu, et c'est le boulot le plus difficile, je pense. Et la première mission en tant qu'élu, c'est peut-être celle-là, c'est d'assurer la solidarité. D'ailleurs, ça fait partie du Code général des collectivités territoriales, hein, de limiter voilà, les fléaux sur sa commune, et puis d'essayer en tout cas de protéger la santé, la salubrité et la santé de tous. Et voilà, donc il y a à la fois cette notion de devoir. Damien Carême le disait d'ailleurs qu'il s'appuyait sur les codes de la santé, de la famille, pour pouvoir agir aussi et outrepasser des fois les directives ou les contraintes que pouvaient lui imposer aussi d'autres échelons administratifs. Et voilà, je trouvais que court-circuiter un peu toute cette administration, c'était hyper salvateur. Si elle veut. Pardon, mon fils est à côté. Il m'interrompt, du coup, je ne sais plus ce que je veux dire, je reprendrai plus tard. Mais voilà, juste pour dire qu'assurer la solidarité doit être, je pense, la première mission de l'élu, la plus dure, et en même temps, ce n'est pas inné, donc il faut s'appuyer sur tout le réseau associatif, effectivement, et toutes les compétences des uns et des autres. Et pour ça, je pense que c'est aussi une question de valeur,
de prismes et de valeurs qu'on peut porter et qui sont en lien avec la fraternité. Et sans solidarité, on perd cette humanité aussi. C'est un peu le dernier rempart, je pense, la solidarité au niveau local, le dernier rempart avant ce qu'on disait, la fracture économique et sociale et les dérives qu'il peut y avoir après, très vite, s'il y a délitement de cette solidarité, de cette société, vers des situations beaucoup plus conflictuelles. Alors, merci Claudie. Claire a tenu, comme moi d'ailleurs, et comme d'autres organisateurs de cette semaine de la solidarité, à ce que nous ne restions pas dans les grandes et belles idées, mais que nous allions vraiment également dans le concret. Donc, je vous propose, après la prochaine intervention que je vais vous annoncer, de réfléchir réellement, comme l'a souhaité également Dominique tout à l'heure, aux choses concrètes qu'on pourrait conseiller à des élus ou qu'on pourrait faire si on est élu. Et peut-être justement pour faire la transition, je voudrais poser… Alors, on a la chance d'avoir avec nous ce soir Stéphane Vercruis, qui est délégué territorial. Il a un devoir de réserve, bien sûr, en tant que fonctionnaire territorial, mais quand même, on va lui demander un petit secret. Stéphane, dis-nous, qu'est-ce que tu attends d'un élu et qu'est-ce que tu conseillerais aux élus qui sont parmi nous? Et rassure-toi, on ne dira rien à personne. D'accord, j'aurai le droit. Vous m'entendez? Oui, à toi. En tout cas, j'espère que j'aurai le droit à la protection fonctionnelle. Moi, ce que j'ai envie de dire, alors peut-être, hein, en tout cas en vous écoutant, et je suis désolé pour le retard, mais j'ai été retenu sur l'urgence. Peut-être que simplement, moi, je découvre, enfin, en tout cas en matière justement, hein, pour rebondir sur la question des fonctionnaires et des fonctionnaires en travail social et d'autres, hein, et l'éducation nationale et plein d'autres, je pense que on va, enfin, bien souvent, on va au-delà de nos missions. Et cet après-midi, j'ai écouté des puéricultrices, des sages-femmes qui disaient « mais moi, je travaille à mi-temps, mais si tu savais le nombre de rapports que je fais en plus chez moi ». Et donc, je pense que bien souvent, je pense qu'il faut reconnaître qu'un bon nombre de fonctionnaires, mais toutes catégories, vont bien au-delà pour assurer cette cohésion sociale, pour assurer ce lien à l'autre. Et on insiste beaucoup parce on est marqué depuis un certain nombre d'années par un ensemble de dispositifs sociaux qui sont très clivés, très découpés. Et on a oublié peut-être une chose, nous, et même dans les formations au travail social, cette notion d'accompagnement, de lien et d'aller vers. Et je pense que, en tout cas, moi, sur le temps de fin de carrière qui me reste, c'est vraiment une ligne de conduite sur cette question du lien, de rapprocher, en tout cas nous, les uns et les autres, mais en tout cas d'être dans une émancipation et d'un accompagnement de l'autre. Alors pour répondre à ta question, Eric, sur la question des élus, peut-être que nous, on a un devoir, en tout cas nous, d'apporter notre expertise aux élus en matière de connaissances, de territoire, de liens, et de faire remonter, en tout cas par les chiffres, par le ressenti, par le qualitatif et le quantitatif, ce qui serait bon ou bien d'améliorer. Des lignes, oui, des lignes claires, effectivement, des positions, une vision aussi à moyen terme. Et si je pense au nouveau schéma unique des solidarités, il est construit de manière beaucoup plus transversale qu'on a pu le connaître les années précédentes, lors des schémas précédents, où on avait des choses beaucoup plus clivées par politique sociale et le maillage ne se faisait pas forcément. Oui, une attention, un soutien aussi, effectivement, une attention au social. Bien sûr, je vais prêcher pour ma paroisse, mais en tout cas, c'est fondamental. Enfin, en tout cas, oui, je rejoins, j'ai entendu les équilibres en fonction des territoires, et moi, je peux le constater. J'ai deux territoires. J'ai un territoire de Tarentaise avec des stations plus aisés, avec des niveaux de vie, et puis, mais qui souffrent actuellement peut-être un peu plus, hein, en tout cas de cette crise de Covid, et puis des zones urbaines comme celle d'Albertville, où on a d'autres difficultés. Oui, alors un rééquilibrage, je suis tout à fait d'accord. Nous, on y est
nous, on y est très sensible, en tout cas en tant que fonctionnaire du service social, à répartir en tout cas les dotations financières de manière équitable. Voilà, enfin en tout cas, je reviendrai tout à l'heure. Merci de ton témoignage, Stéphane. On te réinterrogera, donc fais gaffe. On va continuer à t'utiliser au maximum. Et merci à nouveau d'être parmi nous. Il y a, je le disais, pas mal d'élus, mais des gens qui ne sont pas élus et qui ne le seront jamais et qui n'ont pas du tout envie de l'être. Je voudrais peut-être interroger spécifiquement cette fois-ci les élus qui sont parmi nous. Je pense à David, qui est un des plus jeunes, puisque c'est son premier mandat. Je ne sais pas s'il nous entend, je ne sais pas s'il peut prendre la parole. David est avocate de profession. Je crois que c'est à l'heure actuelle un des jeunes, il y en a d'autres, de la mairie d'Albertville. Est-ce que, c'est aussi quelqu'un, je crois, qui s'est engagé dans la solidarité. Comment tu vois ton rôle comme élu, justement, pour pouvoir faire vivre cette solidarité sur ta commune? Et si tu n'arrives pas à nous répondre, tu n'hésites pas à nous envoyer ça par courriel et on le transmettra aux gens. À toi, David, si tu peux. Si, bonsoir Eric. J'ai eu un peu de difficulté à entrer justement sur Zoom parce que j'ai dû changer d'appareil, mais j'ai bien entendu ta question. Alors, en effet, la question de la solidarité, moi, c'est celle de toute façon qui m'a conduit à vouloir m'engager, qui m'a conduit à m'engager. Je dirais qu'il y a aussi un tropisme un peu familial pour l'attention aux plus faibles en général. Moi, mon rôle d'élu à mon niveau, je dirais, de commençant, c'est d'essayer justement, à chaque fois qu'un projet particulier est porté par un élu même plus important, je dirais, c'est de l'interroger sous le prisme de la solidarité. C'est-à-dire, en fait, me demander comment ce projet va retentir sur les personnes les plus en difficulté et surtout, est-ce que les personnes les plus en difficulté vont y trouver un mieux? Voilà. Moi, si tu veux, dans cette faible expérience que j'ai, et par rapport à mon rôle de conseiller municipal, je le vois comme un rôle où j'interroge les projets qui sont proposés. Après, cet esprit de solidarité, j'essaye de le porter dans des projets que l'on m'a confiés plus particulièrement. Alors effectivement, il y a la question, cette volonté de mettre en place une épicerie solidaire, par exemple dans le quartier du Val-des-Roses, etc. Là, typiquement, on est sur une création dont l'objectif est d'atteindre la solidarité et le lien entre les habitants. Voilà, par exemple, où je trouve à déployer l'esprit de solidarité aujourd'hui dans mon mandat. Écoute, on te remercie de ton témoignage et d'ailleurs de ta présence aussi, comme tous les autres. Moi, je crois que ton propos, bien que tu sois, comme tu le soulignais, un jeune élu, est intéressant. Vous l'avez tous lu dans la presse, il y a dans notre agglomération un filtre qui va être passé, semble-t-il, pour toutes les décisions de l'agglomération. Ce filtre est lié aux préoccupations liées à l'énergie, au climat, etc. David est en train de nous proposer d'une certaine façon que le filtre des décisions des élus puisse être également passé au crible des valeurs de solidarité. Moi, ça me paraît tout à fait positif. Qu'en pensent les autres? Claudie, à toi. Claudie, à toi quand tu veux. À moins que ce soit le fils de Claudie qui nous demande la parole. Non, mais je n'avais pas demandé la parole en fait. Je crois que la main est restée levée. La main est encore. Alors, il y a Philippe qui nous demande la parole. Je prends note. Vas-y, Philippe, on t'en prie. Oui, moi je rebondis sur ce que vient de dire David Couraud, qui me paraît tout à fait pertinent. Il va y avoir une réunion ouverte aux citoyens organisée par Arlisère le 2 décembre sur la thématique du social, la cohésion sociale, enfin, etc., sur le territoire.
Et je pense que ce que vient de dire David Courreau mériterait d'être évoqué au cours de cette séance, parce que effectivement, on a eu tendance ces dernières années, à juste titre, de mettre l'accent sur les problématiques climat, énergie, etc. Mais il ne faut surtout pas oublier l'importance du social, en particulier sur des territoires comme ceux d'Albertville et d'Ugine, hein, qui sont des villes où il y a une concentration quand même de familles en difficulté non négligeable, hein, et très supérieure à la moyenne du département. Je pense que Stéphane Vercruis pourra le confirmer. Voilà, donc bravo à cette proposition et merci. Merci Philippe. Alors, il y a 3 participants qui ont levé la main. J'espère que je vais les trouver. Je ne connais pas leur ordre. Je propose que ça soit d'abord Claire, ensuite Laurent et ensuite Claudie. À toi, Claire. Alors, ce n'est pas moi qui avais pris la parole avant, hein, mais je veux bien rebondir parce que je voudrais sur ce que vient de dire Philippe. Parce que lorsque Damien Carême nous a présenté son minimum social garanti, il a montré que ce minimum social garanti avait été financé en partie par la diminution des frais d'éclairage, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont équipé l'éclairage public en LED, ils ont réussi et ils ont diminué le temps d'éclairage dans certains quartiers. Et ils ont réussi à faire une économie de 500 000 € qu'ils ont ensuite transféré pour justement financer ce revenu minimum garanti. Et je trouve que c'est très, très intéressant de voir comment à la fois on a permis aux plus précaires du territoire de vivre plus dignement parce qu'ils n'étaient plus obligés d'aller frapper à la porte des assistantes sociales ou du CCAS pour demander des aides d'urgence, et que c'est grâce à une amélioration dans la ville et à des économies d'énergie qu'on a pu améliorer leur quotidien. Merci Claire de le rappeler. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, justement, ce moyen de faire. Alors, Laurent, on va te donner la parole. Claudie aussi après, mais rappelez-vous, ceux qui n'ont pas pris la parole, que vous avez toujours la priorité. C'est-à-dire que si vous la souhaitez, vous avez une priorité d'office par rapport à ceux qui n'ont pas, à ceux qui ont déjà pris la parole. À toi, Laurent. Donc oui, bah moi je rejoins, c'est vrai, tout à fait ce qu'a dit David Courreau, et ça me paraît de très bon sens. Et justement, il a parlé avec conviction, et c'est souvent ce qui est nécessaire, c'est-à-dire que la conviction sociale, on la ressentait dans ses propos. Il serait bon qu'on ressente autant de convictions sociales le plus souvent possible, comme on peut avoir parfois des convictions économiques qui sont très très importantes. Et Claire a justement fait référence, moi je voulais en parler aussi. Je trouve très intéressant qu'une action puisse servir 2 fois, que toute action éventuellement puisse servir 2 fois. C'est-à-dire que cet exemple qui a été pris sur les économies faites sur l'éclairage public, dans un objectif de réinvestissement des économies réalisées dans une action sociale, ça paraît être vraiment un bon chemin. Et d'ailleurs, Pierre Loubet, qui était présent, avait bien dit qu'ils étaient partis eux aussi sur ces économies, mais dans l'idée d'abord, dans une idée vraiment de réduction des dépenses et de gains écologiques, mais sans forcément une idée de réaffectation des économies ainsi réalisées. Et ça, c'est quand même important qu'à chaque fois qu'on fait un choix, on puisse réfléchir à ce qu'on va faire justement dans un second temps. Voilà pourquoi je rejoins tout à fait ce que disait David Courreau. Alors, voilà. Laurent, j'en profite pour rappeler à ceux qui ne le savent pas que c'est notre coordinateur en direction des publics scolaires, et je te remercie de le faire, mais il est aussi prof, et un prof d'histoire géo, professeur, sait très bien ce que c'est que le développement durable. Et rappelez-vous, le durable, ça veut dire que ça marche au plan économique, ça marche au plan social, et ça marche au plan environnemental. Peut-être que cette notion n'est pas tout à fait démodée en termes de solidarité
et que Damien Carême, qui faisait très attention à l'équilibre budgétaire dans sa commune, finalement, il a tout simplement célébré le durable. À toi, Yves. Oui, bien bonsoir à tous. Oui, moi je voulais insister sur la coordination par rapport aux élus au niveau des associations. Je trouve que sur le territoire d'Albertville, il y a un certain nombre, il y a beaucoup d'associations à but caritatif. Et ce qu'on essaye de faire modestement, David aurait pu en parler aussi bien que moi, c'est d'essayer comment dirais-je, de coordonner l'action de ces différentes associations. Yves, excuse-moi, il se peut qu'il y ait des gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux juste brièvement dire alors, dans les débats d'où tu parles? Alors, je suis conseiller municipal à Albertville, délégué aux affaires sociales et aux personnes en situation de handicap. Et par ailleurs, je suis président de Delta Savoie, et donc la grosse association pour les personnes handicapées. Donc, ce que je disais, c'est d'essayer pas fédérer, le mot est un peu fort, mais de coordonner l'action des associations, de façon à ce que les associations se connaissent mieux entre elles déjà, et puis voir quelles sont les initiatives nouvelles qui peuvent être prises à tout niveau. Et donc, nous avons déjà fait une première réunion en mairie avec ces associations, et nous allons en faire une seconde le 11 décembre avec, entre autres, au programme le plan froid. Donc voilà, donc ça peut être une action, même si elle est modeste pour l'instant, pour nous appuyer sur le réseau associatif, comme certains l'ont déjà dit. Écoute, merci. Je te proposerai d'ailleurs à cette occasion de rappeler, si tu le peux, de ne pas hésiter à inviter une IFPOP, puisqu'il y a dans le découvrir, apprendre, comprendre, échanger, créer, agir. Et le agir porte sur les solidarités et peut donc tout à fait s'insérer dans une telle réunion. Très bien. Je pense que, voyons, qui a demandé la parole? Je ne vois pas. Alors, j'ai une question pour vous tous. Dans notre groupe, il y a alors, la solidarité ne se divise pas, et d'ailleurs, Damien Carême a tenu à rappeler qu'il n'opposait pas la solidarité aux gens en besoin ici, à la solidarité des gens en besoin ici, mais qui viennent d'ailleurs, et donc que sa solidarité, elle était entière pour tous les segments. Sauf que je sais que vous avez tous des préoccupations qui sont des préoccupations parfois généralistes ou parfois ciblées. Alors, ne vous privez pas d'expliquer ce que vous préconisez pour une solidarité particulière avec des publics en situation de faiblesse, en situation de handicap, en situation de précarité, en situation de manque de logement, des migrants, etc. Le débat est ouvert là-dessus aussi. À vous. Alors, s'il n'y a personne pour l'instant, moi, je vais poser une deuxième question à Stéphane. Ah non, pardon, Claire a levé la main. À toi, Claire. Oui, moi, j'ai une question par rapport à nos élus qui ont beaucoup parlé de solidarité. Je voudrais savoir s'ils connaissent ou s'ils ont déjà projeté d'utiliser ce qu'on appelle la tarification au taux d'effort pour les différents services qui sont proposés dans une ville. C'est-à-dire qu'on fait le calcul de ce que peut représenter en pourcentage sur un revenu, par exemple le repas dans une cantine scolaire, la journée dans un centre de loisirs, et on affecte ce pourcentage au revenu des parents, ce qui fait qu'on est quelque part dans une espèce d'ajustement du coût au revenu. Tu peux rappeler le nom de ce dispositif? C'est la tarification au taux d'effort. Il y a des villes comme Lyon qui l'avaient mise en place. Il y a la ville de La Flèche dans la Sarthe qui le pratique aussi. Alors, ça nécessite, ce n'est pas quelque chose qui se met en place rapidement parce que ça nécessite effectivement des études pour déterminer le pourcentage que représente chaque prestation. Ça se calcule aussi par rapport au quotient familial qu'attribue la caisse d'allocation familiale.
Voilà, mais il me semble que c'est une forme aussi de solidarité dans une commune. Et ça évite les effets de seuil quand on a des quotients qui sont en tranche, ça évite les effets de seuil puisque c'est progressif. Alors, merci de cette intervention. Je vais laisser qui le souhaite répondre. Et s'il n'y a personne, je rajoute un deuxième outil qui peut être utile à nous tous. Vous connaissez probablement tous ce qu'on appelle l'indice de développement humain. L'indice de développement humain permet de comprendre le degré, je dirais, de satisfaction de vie de gens dans le monde entier, qui est beaucoup plus efficace pour décrire le bonheur que le produit intérieur brut, qui souvent ne prend en compte que des éléments monétaires et encore même pas tous. Il y a un site extraordinaire qui s'appelle en anglais The Better Life Index, l'index de la vie meilleure, qui est fait par l'OCDE. L'OCDE, vous le savez, est un organisme qui regroupe les pays les plus riches de la planète, en gros, les plus développés, mais qui s'intéresse beaucoup au développement. Et cet indice de la vie meilleure, ben c'est bien ça, vous jouez avec les curseurs et vous voyez ce qui crée le bonheur et ce qui le crée pas. Et dans ce qu'a dit à un moment donné Stéphane, si je me souviens bien, il a parlé de lien. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de pays, comme le Danemark, sont des pays, alors qu'il ne fait pas très beau au Danemark tout le temps, et qu'ils ont un taux d'imposition épouvantable, malgré tout, c'est un des pays qui est le plus heureux, semble-t-il, à cause justement du lien qui existe entre les différentes couches de la population. Est-ce que quelqu'un souhaiterait répondre à la question de Claire, donc, ou évoquer d'autres outils pour améliorer la solidarité? Laurent? Oui, je veux bien répondre à Claire pour lui dire que c'est vrai que ça, on ne l'a pas abordé encore, ce calcul de taux d'effort. Mais c'est vrai qu'il y a des villes, même je crois qu'à côté il y a Échirolles, il me semble également, à côté de Grenoble, qui pratique ce type de calcul. Ça nous avait été présenté. C'est vrai que c'est un calcul quand même qui est très complexe à mettre en œuvre. Ça suppose une très très bonne connaissance au niveau social, hein, vraiment une analyse des besoins qui soit très fine. Mais non, pour l'instant, ça n'a jamais été abordé. Mais c'est une idée qui est vraie, qui est intéressante, mais qui exige certainement d'être en mesure de répondre à un éventuel afflux. Peut-être il peut y avoir plus de personnes qui ont demandé à bénéficier de certains services. Il faut être certain qu'en face, la jauge est suffisante pour pouvoir répondre. Mais c'est vrai qu'il faut jouer sur les deux volets. C'est une idée qui est très, très intéressante que tu soulèves là. Stéphane, alors, je ne sais pas si il y a des gens qui veulent prendre la parole. Je n'en vois pas pour l'instant. Moi, je poserai à Stéphane une question, puis je vais vous la poser à tous aussi. Mais je pense que c'est intéressant qu'on ait l'éclairage de Stéphane, puisqu'il nous a fait le plaisir d'être parmi nous aussi là, ce soir. Est-ce qu'il y a des obstacles à la solidarité? Et où est-ce que tu les verrais? Bon, il peut y avoir, puisqu'il est plus facile pour moi de le dire que pour un fonctionnaire, il y a à certains moments des rugosités ou des viscosités de l'appareil administratif ou du millefeuille administratif, je pense, à certains moments. Il y a, comme le signalait Claire, des effets de seuil, c'est-à-dire qu'on a droit à des trucs, puis soudain plus rien, et puis après autre chose. Est-ce que tu vois d'autres obstacles à la solidarité? Oui, alors, enfin, la complexité actuelle des différents dispositifs, hein, si je vais évoquer le terme de plateforme qui se superposent, et ça parlera à M. Brèche sur les communautés de 360, les RAP, enfin, en termes, par exemple, sur la situation du handicap, même nous qui sommes considérés comme spécialistes, en tout cas, on a du mal à s'y retrouver avec effectivement la dernière en date d'un ministre qui a trouvé une idée géniale qui s'est fait dans un coin de France. On l'a
on l'a transposé sur tous les territoires, alors qu'en Savoie, on disposait déjà sous un autre nom, alors qu'en Savoie, ça marchait plutôt bien en termes de réseau et sur le traitement de situations complexes. On est venu nous ajouter voilà, cette communauté 360. Alors bon, je m'engage en le disant, où je m'interroge vraiment de son utilité et puis bon, voilà. Mais parce que ça vient de sortir, on n'a même pas les textes, en tout cas légaux, sur lesquels s'appuyer sur le fonctionnement, qu'il faut le mettre en place. Alors c'est vrai que cette complexité administrative, par quoi elle vient, nous, techniciens, quand on doit résoudre des problèmes concrets chez la personne, mettre des freins. Après, voilà. Après, je pense que peut-être les freins, c'est à nous de les dépasser. Hein. C'est parfois prendre des risques. Et je pense qu'on les prend hein, parce que les situations humaines qu'on rencontre le nécessitent. Je pense à un certain nombre, moi, j'aime bien parler d'exemples, hein, un certain nombre d'ados aujourd'hui qui sont extrêmement difficiles, qu'aucune structure collective arrive à maintenir et on fait des montages impossible pour qu'ils puissent s'intégrer, avoir un toit. Et on a des ados qui vivent seuls sur Albertville ou ailleurs et dont on ignore voilà, on n'aurait jamais imaginé que ça puisse tenir, mais je dirais en bricolant, mais j'aime bien ce terme, il n'est pas péjoratif, avec des acteurs locaux à plusieurs, risques partagés, on arrive à avancer. Voilà. Alors c'est peut-être les freins, je dirais, voilà, la complexité administrative et puis aussi oser prendre des risques. Voilà, je ne vais pas paraphraser, n'ayez pas peur, de temps en temps, il faut y aller. Mais alors, tu réponds en partie à la question que je souhaitais te poser, mais pas tout à fait, donc je vais te la poser quand même. Est-ce qu'il y a dans les différentes solidarités des solidarités qui sont plus compliquées à mettre en place? On a parlé des jeunes, on peut parler des malades, on peut parler des malades mentaux, on peut parler des personnes âgées, on peut parler des handicapés, des migrants, etc. Est-ce qu'il y a quelques casse-têtes particuliers pour toi et d'autres qui sont un peu moins casse-têtes quand même? Bien sûr. J'ai parlé de partenariat. Dans la mesure où on arrive à trouver des interlocuteurs qui vont avec leurs outils, avec les nôtres, tout compte fait, combiner des solutions. Pour moi, je dirais que aujourd'hui, la grande difficulté consiste en tout cas sur la gestion d'un certain nombre de problématiques liées à des étapes psychiatriques, que ce soit chez l'adolescent, chez l'enfant et chez l'adulte, où on voit bien qu'en face, on n'a pas les dispositifs qui répondent ou qui répondent que très partiellement. Et donc, on est obligé de compenser et on ne sait pas faire. Donc, quand on a des manques sur le plan sanitaire très importants et en matière de psychiatrie en particulier, mais c'est au-delà de la Savoie, c'est la France dans sa globalité qui voilà, aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, hein, la Savoie, en termes d'hospitalisation possible, c'est 250 lits en psychiatrie. Donc, c'est très peu. C'est une file active sur Albertville pour un médecin psychiatre de 2000 patients. Donc, on voit bien que là, en tout cas, nous, c'est des points là, c'est des points sensibles hein, pour répondre. Écoute, merci beaucoup. Qui souhaiterait intervenir? Est-ce que dans toutes les solidarités, il y en a qui vous tiennent particulièrement à cœur, par exemple? Ambroise, à toi, je crois. Oui, il y a un point qui m'a fait tilter dans l'intervention de Damien Carême. Si j'ai bien compris, c'est qu'il n'était pas d'accord avec la suppression de la taxe d'habitation. De manière concrète, moi, j'ai été de ceux qui ont applaudi à la suppression de cette taxe d'habitation. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'une des taxes les plus injustes qui soit. Si je prends ma réalité concrète ici, avec mon voisin immédiat, on a construit à peu près à la même période, bon, lui qui est médecin spécialiste,
à 2 fois mon salaire et on paye à peu près, ou on payait à peu près la même taxe d'habitation. Donc, pour moi, ce n'est pas juste de dire qu'au niveau des moyens qu'une commune doit avoir pour mener des actions, qu'on puisse maintenir quelque chose qui n'est pas tout à fait juste pour pouvoir financer de la solidarité. Donc, au niveau des moyens, je pense qu'il y a lieu, et surtout que l'État a dit aussi qu'il qu'il compensait. Bon, je ne sais pas à quelle hauteur, mais il y aurait compensation de cette suppression de cette taxe d'habitation. Mais je pense que les communes peuvent, si la volonté politique y est, essayer de trouver des moyens pour financer cette solidarité et non pas de se dire, ben voilà, on nous a supprimé un impôt qui permettait voilà, de mener des actions. Donc pour moi, c'était pas, enfin, c'est un raisonnement qui m'a paru un peu, comment dire, un peu en porte-à-faux dans la volonté de Damien Carême de faire des choses. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous, chers amis? Avez-vous des réflexions sur le sujet ou souhaitez-vous prendre un autre embranchement? Je pense que tu soulèves un point intéressant qui est le point de l'impôt. Alors, Pierre Loubet, notre ami Pierre Loubet, maire de Gilly, qui a participé à l'entretien avec Damien Carême, vous prie de l'excuser ce soir, hein, il n'était pas disponible, mais son ancienne profession, je crois, d'inspecteur des finances ou des impôts, nous aurait aidé parce que dans la République, il y a un instrument qui est un instrument de redistribution, de partage et de solidarité qui est l'impôt. Et on sait combien il est parfois impopulaire et parfois peu respecté par un certain nombre de couches de la population. Est-ce que l'impôt est la bonne solution? Est-ce qu'il y en a d'autres? Allez, soyons utopiques. On pourrait imaginer que l'impôt se divise en deux parties, qu'il y ait une partie très majoritaire qui corresponde aux différentes missions de l'État telles qu'elles sont définies par la loi de finances, et puis qu'il y ait une part, je ne sais pas, 10%, qui puisse être affectée à telle ou telle cause, qui est une cause qui tient à cœur aux différentes personnes. Est-ce que ça serait la bonne solution ou est-ce que vous en voyez d'autres? Peut-être pour ajouter en matière de fiscalité, je pense que les municipalités et les départements, parce que ça, c'est quelque chose que je connais mieux, ont des limitations en matière, en tout cas, de progression et d'investissement, et en particulier en matière de développement RH, avec les contraintes européennes de limitation des 3%, avec des taux directeurs imposés aux collectivités locales en matière de recrutement, et pas en matière d'investissement, si je ne me trompe pas. Donc je pense que cette question des impôts, de la redistribution, il y a aussi un impact sur des collectivités qui auraient des moyens, en tout cas, de ne pas avoir la marge totale d'utiliser leurs fonds à destination effectivement d'un renforcement sur le plan social ou d'autres vecteurs. Alors, il nous reste une dizaine de minutes et vous vous souvenez que Philippe nous a proposé au début de réfléchir également à la différence qu'il y a entre la notion de solidarité et la notion de fraternité. Est-ce que pour vous, c'est la même chose? Est-ce que ce sont deux notions différentes? Et est-ce qu'il y a également donc un combat culturel à mener pour rassembler un certain nombre de gens au-delà des simples mesures de solidarité? Alors, sachant que c'est un thème en soi et que nous reviendrons d'ailleurs sur ce thème, je vous donne un scoop en attendant que vous preniez la parole. Nicolas Cadenne, rapporteur national de l'Observatoire de la laïcité, a accepté de répondre à notre invitation en faisant une réunion de ce type le 18 décembre et nous lui avons posé la question de la laïcité dans les valeurs de dans une société
multiculturelle, c'est-à-dire justement comment est-ce qu'on applique les valeurs de la République qui avaient été pensées pour une société largement monoculturelle dans une société qui désormais est multiculturelle. Je crois que Philippe voulait prendre la parole. Oui, simplement avant de répondre à cette dernière question que tu rappelles, en ce qui concerne donc les impôts et la redistribution, je pense que dans le cadre d'une véritable solidarité, on pourrait demander de remettre en vigueur quelque chose d'équivalent à l'impôt sur la fortune, orienté spécifiquement à l'aide aux plus démunis, et pour lutter contre la fracture sociale, économique, socio-économique. Enfin, c'est une proposition tout à fait gratuite. Alors, on va relayer ta proposition à notre amie Marie-Hélène Grard, qui, tu le sais, était parmi nous l'année dernière à pareille époque. Marie-Hélène, depuis, est devenue présidente d'ATD Quart Monde, vous le savez peut-être, et évidemment, elle rappelle régulièrement l'importance de donner le plus à ceux qui ont le moins, et pour elle, c'est un combat de chaque jour, d'ailleurs dans pas mal de différents cadres. Je le lui dirai. Qui souhaiterait prendre la parole donc... Alors, pour revenir à la dernière question, enfin la question que j'avais soulevée, c'est-à-dire distinguer peut-être ce qui est lutte contre la fracture socio-économique et lutte contre la fracture socio-culturelle. Tout le dispositif de solidarité dont on dispose actuellement remonte en gros à la proposition des Jours heureux de la Résistance, du Conseil national de la Résistance, et ça répondait à un besoin absolu à cette époque-là. Il faut y ajouter tout ce que la Troisième République a mené en matière d'éducation obligatoire, etc. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait un chantier à peu près équivalent sur justement le fait qu'on dispose actuellement, enfin nous sommes dans une société multiculturelle, à un niveau quand même qui a été rarement égalé, et que ça mériterait la mise en place de tout un dispositif équivalent à la sécurité sociale, mais qui serait un dispositif d'intégration citoyenne, je pense, de l'ensemble des Français, de quelque origine qu'ils soient. Alors, c'est un peu le sens de la question que j'avais soulevée en introduction. Alors, qu'en pensons-nous? Vous pouvez soit prendre la parole sur ce point, soit sur un autre point. J'attire l'attention de ceux qui n'ont pas pris la parole, qu'ils ont le droit de ne pas la prendre, il n'y a aucun problème, mais que s'ils le souhaitent, nous leur donnerons avec grand plaisir. Donc, ne laissez pas les grands parleurs que nous sommes occuper tout l'espace. Du coup, ça coupe le sifflet à tout le monde, vous avez vu. Françoise, à toi. Oui, je vais donner un exemple qui est peu simple, pour distinguer fraternité et solidarité. Moi, je me suis pas mal occupée pendant un certain temps des gens du voyage à Albertville, avec la Ligue des droits de l'homme. Et j'ai fait connaissance donc des gens du voyage à Ugine, à Albertville, donc également il y en a également donc pas très loin d'Albertville, Zabati par exemple. Voilà. Et donc, en les connaissant, j'ai appris à les apprécier. Voilà. Et là, je pense que c'est là qu'on voit la fraternité, parce que là, on ne pense pas tellement à la solidarité, on n'a pas à s'occuper de leur donner de l'argent, etc. Simplement discuter avec eux, voir ce qu'ils pensent, quels sont leurs projets, etc. Voilà. Donc, c'est ça que j'appelle la fraternité. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres tentatives? Alors, il y a Claire. Y a-t-il des primo-parlants, comme on les appelle dans un terme qui ne veut rien dire?
qui souhaite prendre la parole avant qu'on la donne à Claire? Oui, il y a Isabelle. Isabelle, tu as la parole. À toi. Oui, merci. Non, c'est dans la suite un peu de ce que vient de dire Françoise. J'ai fort apprécié la vidéo de cet après-midi qui a très bien résumé Claire. Mais il a évoqué à un moment le aller vers et le faire avec. Et ce qui m'interroge, me dit, et peut-être qui est à développer, c'est le aller vers. Alors, est-ce que nous allons vers, les amis, là, ou est-ce que nous restons chacun dans notre petite bulle derrière notre ordinateur? Je crois qu'un certain nombre d'entre vous allez vers, non? Si vous voulez témoigner, allez-y. La LDH, Dominique. Je sais pas, ouais. Dominique? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Dominique. Oui, oui. Oui, écoutez, moi, aller vers, j'ai pas bien. Actuellement, justement, tu disais qu'on est dans notre petite bulle derrière notre ordi. Bon, on peut être aussi dans notre petite bulle derrière nos bouquins. Et pour se retrouver un petit peu dans les problèmes qui nous préoccupent et qu'on vient d'aborder, là, moi, j'ai deux conseils de lecture avec des bouquins qui ne sont pas forcément sur le même sujet, mais j'ai trouvé que ça nous ramenait un petit peu dans la société actuelle. C'est un premier bouquin qui est le livre de Christiane Taubira, hein, sur les nuits d'Épine, où on voit un peu comme quoi le multiculturel dans la société ne date pas d'aujourd'hui ou des années récentes, hein, ça remonte très loin, et qu'il y a moyen de faire histoire commune en intégrant finalement un bon nombre des gens qui constituent comment dire, cet éventail de cultures qui finalement constitue un peu le tissu français. Et le deuxième livre, c'est un livre qui n'est pas tout à fait récent, mais que je trouve actuellement passionnant et qui reprend un peu les problèmes d'actualité. C'est le livre « Le sens de la République » de Patrick Veil, que j'avais lu, puis un peu oublié, puis que j'ai repris en me disant, bon, ben, il faudrait peut-être un peu préparer la visioconférence qui aura lieu avec alors c'est pas Damien Carême, c'est Nicolas Cadenne. Avec Nicolas Cadenne ou... Voilà, avec Nicolas Cadenne. Oui. Ben, écoute, c'est une bonne idée. On va y songer. Je vous propose, si nous souhaitons rester dans les temps que nous avions annoncés à tout le monde, de prendre peut-être encore une intervention ou une question-réponse. Est-ce que quelqu'un le souhaite pour ne pas avoir de... Ah oui, il y a Claire qui souhaiterait intervenir. Allez, Claire, à toi. Oui, moi, il me semble, et là je m'adresse peut-être plus particulièrement à nos élus, que la solidarité et surtout la fraternité dont on vient souvent de parler, qui passe par la reconnaissance de l'autre et le lien qu'on crée avec l'autre, nécessite une présence humaine. Et je pense notamment à nos quartiers, parce qu'il est vrai, Philippe l'a rappelé à plusieurs reprises, hein, on a quand même sur Albertville une population qui vient de multiples pays. Et la rencontre et la confiance peuvent permettre une meilleure intégration dont on vient de parler aussi. Je crois particulièrement important que lorsque tout à l'heure on parlait de solidarité, cette présence humaine à certains endroits de la ville est nécessaire.